vous vous sentez, Marc, après une séance de dédicace? Parce que c'est très, très prégnant, ça pompe. Oui, c'est assez fatigant en fait. Ça n'a pas l'air, mais ça n'est pas aussi fatigant, j'imagine, que pour un chanteur qui donne un concert, mais pas loin. Non, c'est assez crevant. Vous avez des lecteurs dans le monde entier, c'est vrai, 49 langues, hein, donc c'est énorme. Et alors, vous avez du succès en Chine, ce qu'on ne sait pas nécessairement, et au Vietnam. Vous avez compris pourquoi? Non, écoutez, vraiment, là, non. C'est vrai? Non. Parce que c'est mystérieux. Non, non. Par exemple, il y a une chose, je ne comprends absolument pas. Le roman dont on parlait tout à l'heure, Le voleur d'ombre, a rencontré un énorme succès en Chine. Mais vraiment très important. Et de tous mes romans, j'ai du mal à le comprendre parce que c'est un roman où la voix est la voix d'un petit garçon dans une école en France. Et c'est un roman qui plaît énormément, vraiment énormément en Chine. Non, non, c'est en Russie aussi. Je ne sais pas. Peut-être que la seule explication que je vois, c'est que certains romanciers français, aujourd'hui, qu'on appelle des romanciers populaires, finalement reprennent cette tradition du roman populaire français du 19e. Et c'est peut-être finalement cette littérature qui est la plus universelle et qui traverse les frontières, parce que, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des personnages de Gary, une jolie histoire n'a pas de frontières. Est-ce que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux que vous utilisez pas mal, vous ont rapproché de vos lecteurs? Oui, parce que depuis le début, j'ai pris goût au fait de faire des rencontres avec des lycéens et des collégiens et parfois même des élèves plus jeunes. Et maintenant... Par le truchement des réseaux sociaux? Non, alors oui, avant j'allais dans les écoles beaucoup. Bon, mais évidemment, c'est très consommateur de temps. Là, par exemple, j'ai fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a fait une rencontre avec l'Alliance française de Bogota, avec des étudiants. Là, au mois de juin, je fais une rencontre sur Internet avec des étudiants francophiles à Sydney. Alors là, vous êtes assez content, effectivement, de ne pas avoir à faire les 22 heures de vol. Sur Facebook, hein? Oui, non, en général sur Skype ou sur des logiciels sur Google Hangout ou sur des logiciels propriétaires de ces alliances françaises ou de ces centres culturels ou de ces facultés. Là, je le fais avec la faculté de Sydney. De votre passé d'informaticien, qu'est-ce que vous pensez des cyberattaques? Oh là, un vaste débat. C'est que le début d'une nouvelle forme de criminalité et d'intrusion, mais effectivement, je rejoins les journalistes du New York Times qui critiquaient le fait que les gouvernements qui nous espionnent... La première cyberattaque, c'est la façon dont aujourd'hui les gouvernements nous espionnent. Et surtout, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce peu de cas que nous en faisons. Voilà, moi qui ai connu la chute du mur de Berlin et qui faisait partie de cette jeunesse qui était horrifiée à l'idée que la police est-allemande épiait le courrier de ses citoyens, je trouve qu'aujourd'hui, nous savons tous que nous sommes épiés en permanence, soit à des fins, entre guillemets, politiques, soit à des fins commerciales. Industrielles. Et on accepte ça. On accepte assez étrangement cette collecte systématique de nos données et cette exploitation de nos données. Et on en voit d'ailleurs les risques énormes parce que, vous voyez, aux États-Unis, où le gouvernement est en train d'essayer de faire passer une réforme sur la santé qui va mettre dans une situation de précarité tous les gens qui ont, entre guillemets, des antécédents médicaux, eh bien, on voit très bien que le flicage de nos courriers n'est pas anodin. Parce que quand vous allez dire à votre assurance santé dans 4-5 ans, non, je n'ai pas, j'ai pas d'antécédents. Ah, mais si, regardez, vous êtes allé consulter ça, vous avez dit ça dans un mail. Donc, voilà, pour moi, la cyberattaque n'est rien par rapport à celle que nous subissons en permanence. Au quotidien. Et de façon assez passive. Je pense qu'il y a une vraie urgence à exiger qu'on légifère là-dessus. Dans votre travail d'écrivain, est-ce que vous préférez la narration au dialogue? Non, j'aime les deux. La narration est plus jouissive. Parce que vous avez, je dirais qu'en fait, assez étrangement, lorsqu'on est dans la narration, on est en contrôle. Lorsque les dialogues arrivent, les personnages prennent le contrôle de l'histoire. Je vais vous laisser pendant 1 minute. Vous allez nous raconter une histoire. Il y a Michel qui nous apporte des éléments.
il y a un verre, une silhouette, une corde, C'est il y a affreux. des bruitages qui vont arriver. Et Sans pendant préparation. 1 minute, sans préparation, comme vous êtes un très bon conteur, vous allez nous raconter une histoire pendant 1 minute, 1 minute 15. Mince alors, c'est affreux. Mettez-nous en haleine, on compte sur vous. Bon, je vais y aller comme ça à l'impro, ça va pas être bon. 1 minute, c'est très long, on va essayer. Arriver jusque-là n'avait pas été une mince affaire. Il était détrempé, la soirée avait mal commencé, et la suite ne semblait guère meilleure. Il avait trouvé la clé par terre, s'interrogeant sur la raison pour laquelle... Non, vous pouvez pas me faire ça quand même, c'est pas possible. Et le chien maintenant. Donc il avait trouvé cette clé par terre. Quelqu'un était entré, mais qui? Et la première chose qui lui vint à l'esprit était de savoir si son chien était encore en vie. La première chose que les salauds font quand ils rentrent chez vous par effraction, c'est de tuer votre animal de compagnie. La lumière était éteinte. On va dire que ce sont les fusibles. On va dire que ce sont les fusibles qui ont sauté. L'alarme de l'appartement venait de se déclencher. De toute évidence, il n'était pas seul. Ses yeux s'accoutumèrent à la pénombre et sur le comptoir, il découvrit un verre taché de sang et une cordelette qui pendait à la poignée. Dites donc, dur impro. Vous avez été formidable. Mais oui, c'est très Moi, je différent. me serais enfuie. Hein. Non, mais c'est très différent. Bravo, Marc. C'est très différent d'inventer une histoire à voix haute et de l'écrire. Parce que, vous voyez, dans les choses qui sont... pourquoi est-ce que finalement on écrit? Parce qu'on pourrait dicter. Parce qu'il y a un temps entre le moment où le cerveau a une idée et le moment où la main l'exprime. Je viens de me rendre compte que je serais incapable de dicter mes romans. Vous savez que Mary Higgins Clark fait ça. Ah oui? Elle dicte ses romans à sa très vieille secrétaire. Et oui, elle est assise dans son fauteuil et elle lui dicte ses romans. Bon, au moins, vous aurez découvert aujourd'hui que ce n'est pas votre façon de travailler, c'est Non. pas une bonne méthode pour vous. Non, mais surtout ça peut l'être à la rigueur, mais pas avec un temps comme ça qui est limité. Ça vous oblige à penser vite. C'est le contraire de l'écriture. L'écrivain est paresseux. La dernière de Stanfield, publiée donc chez Robert Laffont Versilio, publiée il y a maintenant 4 semaines, un nouveau livre dans le top des ventes. Est-ce que vous ressentez toujours, comment dire, une affection comme ça pour le dernier livre? Est-ce que vous avez un attachement particulier? Oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est aussi une façon de continuer à le porter en soi. Ce qui est assez difficile quand on termine un roman, c'est de dire au revoir au personnage. Moi, quand j'écris pendant 4 mois, 5 mois et 10 à 11 heures par jour. Et donc, ce sont 10 à 11 heures par jour où on est comme un enfant à jouer avec ces personnages. Et au moment de leur dire au revoir, c'est très difficile. Donc oui, il y a toujours un attachement, parfois d'ailleurs à celui d'avant. Je ne me suis pas complètement détaché de l'horizon à l'envers. Également. Le grand thème du livre, c'est celui des secrets de famille. C'est les non-dits. Oui. C'est un sujet qui vous préoccupe, vous, personnellement? Non, c'est un sujet que je trouve très romanesque et en même temps assez passionnant. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont d'accord pour dire que le cercle familial, c'est ce qu'on appelle le cercle intime. Et finalement, dans ce cercle familial, dans ce cercle intime, non seulement il y a beaucoup de secrets, mais il y a beaucoup de non-dits. Et il y a beaucoup de questions qu'on n'ose pas poser. Des interdits. Des interdits, de la pudeur. Et je trouve que c'est quelque chose de très touchant, même dans le rapport que nous entretenons avec nos enfants ou avec nos parents. Toutes ces zones de non-dit où on n'ose pas. Eleanor Rigby dit dans le roman... c'est très anecdotique, mais quand elle interroge son père sur l'origine de son prénom, son père lui dit « Mais parce que c'était la chanson qu'on écoutait avec ta mère quand on était en train de te concevoir. » Et elle dit immédiatement « Détails que je n'avais nullement envie d'entendre, des situations que je n'avais nullement envie d'imaginer. » Voilà, cette zone de non-dit... C'est une saga familiale sur 3 générations.
Écoutez, j'avais envie d'essayer thriller. quelque chose. Voilà, j'avais envie de sortir des codes et j'avais envie d'écrire un thriller sous la forme d'une saga. Et c'est le mariage de ces deux genres. Voilà, c'est-à-dire de faire une saga, donc beaucoup de personnages, une enquête qui se mène sur 3 époques, même si elle est contemporaine. C'est-à-dire que les personnages qui mènent l'enquête se situent en 2017. Mais l'enquête va les amener à revisiter des choses qui se sont passées sur 3 époques. Donc c'est un thriller, mais sous la forme d'une saga où les liens de la famille deviennent très importants dans l'enquête. Avec des héroïnes, des femmes qui sont très présentes dans ce livre. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les femmes sont prépondérantes. Vous attribuez ça à quoi? Alors vous voyez, vous parliez tout à l'heure, vous m'avez interrogé sur mes obsessions. Eh bien, j'en ai omis une. J'ai beaucoup de mal à vivre dans cette société d'hommes. Et je dis pas ça, on pourrait croire que c'est pas... Que c'est des magots. Que c'est des magots. Mais c'est quelque chose, cette suffisance, par exemple, de l'homme en politique, est pour moi un déni de démocratie. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, la France sera en vraie démocratie quand cette question de parité ne sera plus. Voilà, j'ai du mal à vivre ça. Aux États-Unis, c'est épouvantable. Quand je vois cette image de ces 6 ou 7 hommes autour du président américain qui sont en train de signer des lois, je veux dire, des lois qui vont décider du sort des femmes, je me dis, mais on est au XVIIIe siècle, ou on est au XVIIe siècle. Donc, les héroïnes, les femmes qui sont dans ce roman sont des portraits de femmes qui, chacune à leur époque, se battent pour leur liberté. Et pour leurs conditions. Et alors, je raconte ça, c'est anecdotique, mais dans le roman, je raconte, donc, ce qui est vrai, c'est qu'en 1980, une femme qui travaillait dans la rédaction d'un grand quotidien n'avait pas le droit de publier un article sous son nom. Alors, quand je parle de ça à mon fils aîné, qui a 27 ans, il me dit, mais c'est dingue. Je lui dis, oui, mais tu sais que toi, à ton époque, une femme qui fait le même travail qu'un homme à compétences équivalentes, elle n'est pas payée la même chose qu'un homme. Ce que j'espère, c'est que... Ce qui est dingue aussi. Voilà, ce que j'espère, c'est que tes enfants diront « mais c'est dingue ». Donc voilà, c'est vrai que moi qui suis absolument épris de liberté, je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit encore là. Et c'est ce que raconte ce livre au travers des personnages féminins, c'est que ce sont des femmes qui, justement, sans être dans une mouvance féministe, extrémiste, sont simplement des femmes qui disent « mais pardon ». On a les mêmes droits que vous. Et qui se battent pour leur liberté. Et qui se battent pour leur liberté. Même intime. Surtout intime. Quel rôle tient l'amitié dans votre vie? Très important. Vous en avez beaucoup? Non, justement. Vous êtes sélectif? Non, c'est pas une question d'être sélectif, c'est que la courtisanerie ne m'a jamais intéressé, le pouvoir non plus. Donc vous préférez les amis de 30 ans? Non. Vous voyez, j'ai un ami de 3 ans qui est devenu un de mes meilleurs amis et dont je suis le plus proche.